puisqu'on va parler de ce véritable film d'espionnage, une traque pour Yahya Sinwar depuis des mois, ce cerveau des attaques du 7 octobre. Le Hamas confirme sa mort, tout en affirmant que cela renforcera leur mouvement. Il a été retrouvé sur ces images que vous retrouvez, ces images satellites, près de Rafah, donc Pierre Servan, l'un des combattants qui connaissait le mieux Israël. Oui, effectivement, puisque c'est vraiment le concepteur du crime abominable, du pogrom à vocation génocidaire du 7 octobre, comme il connaissait parfaitement la psychologie, la construction d'Israël, la raison pour laquelle Israël existait, à savoir une terre sanctuarisée pour protéger les Juifs de l'ombre portée du 19e, du 20e siècle, les pogroms, les massacres, la Shoah, etc. Et donc, il a visé au cœur Israël, et donc, il a profité de ces années de détention pour concevoir ça. Mais Margot, si vous me permettez un mot sur les circonstances de sa mort, c'est d'une ironie absolument incroyable. D'ailleurs, ironie conforme à ce qui se passe dans la guerre. À la guerre, vous avez des choses absolument surprenantes. Pourquoi c'est surprenant ? Parce que depuis un an, il fait l'objet... Enfin, Yahya Sinwar, c'est la cible principale, une des cibles principales des services secrets israéliens, de l'armée israélienne, des unités spéciales, etc. Pendant plus d'un an, il échappe à cela et il a été accroché, parce qu'avant d'être tué véritablement, il est accroché au combat à travers ce qu'on appelle, les militaires appellent ça un combat de rencontre. D'ailleurs, c'est pas du tout prévu, c'est un combat de rencontre. Et il est blessé grièvement, puisqu'apparemment il perd une main. Et il est touché, dans des tirs qui ont été effectués, non pas par des unités spéciales, mais par un groupe de soldats, de jeunes recrues de Tsahal, des réservistes, et qui n'étaient pas dans une opération de vive force de guerre, mais qui étaient dans le cadre, en quelque sorte, d'un entraînement. Et donc, ce sont ces bleus, entre guillemets, qui ont vu donc ces trois personnages armés sortir et puis se disperser, qui ont notamment tiré sur Yahya Sinwar sans savoir que c'était lui. Ils l'ont touché grièvement. Et puis après, il y a ce qu'on connaît maintenant bien. Yahya Sinwar se réfugie au dernier étage de l'immeuble. On voit qu'il est sonné. Un drone est envoyé à l'intérieur par des fantassins pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Il est là, il balance une barre en métal. On va le regarder voilà, cette vidéo filmée par l'armée israélienne avec un drone où on le voit masqué au fond là, de ce bâtiment. On devine la forme sur le fauteuil qui se trouve au fond. Vous voyez, on voit, il est légèrement affaissé, il n'a plus de main à droite. Ces drones sont des petits drones tactiques qui sont minuscules, hein, c'est de la taille de ma main. Mais il le voit parce qu'il lance un bâton, quelque chose, un projectile sur ce drone. Exactement. Et donc, les fantassins, c'est vrai, toutes les armées modernes, y compris les armées françaises, ont des drones tactiques, des mini-drones tactiques, et le retour image, c'est-à-dire que la capture d'image qu'on voit là, est répercutée sur un écran qui est sur l'avant-bras du soldat qui a lancé le drone. C'est aussi appelé les drones de l'autre côté de la colline, ça permet de voir de l'autre côté de la colline. Là, il pénètre à l'intérieur, il voit que l'homme réagit, qu'il est une menace, il peut avoir une ceinture d'explosifs, il avait une Kalachnikov, et donc, c'est les images qu'on a vues tout à l'heure qu'on va peut-être repasser. À ce moment-là, l'ordre est donné à un char Merkava qui est bien positionné par rapport à l'immeuble, d'avoir un tir direct. Et là, il est tué, il est dans les décombres, et il sera découvert par la suite. Mais vous vous rendez compte ? Ce type-là, qui est vraiment l'un des plus grands criminels de la période, il se fait accrocher par des gars qui, je pense, vont être hautement décorés dans les jours qui viennent. Nous sommes en direct avec Charles Anderlin, parce que s'il y a un homme qui connaît cette situation par cœur, c'est bien lui. Vous êtes en direct de Jérusalem, Charles Anderlin, bonsoir. Bonsoir. Vous avez écrit un ouvrage pour justement rappeler tous ces événements qui ont mené à cette création du Hamas, à cette situation actuelle également, tous ces efforts de paix qui n'ont pas été respectés pendant des années. Et vous parlez notamment de Yahya Sinwar, de ce combattant palestinien qui connaissait Israël par cœur et qui n'aurait jamais dû... On a perdu la connexion avec Charles Anderlin, on va essayer de la rétablir dans un instant. Mais c'est vrai que Sinwar a été retrouvé
près de Rafah, Elisabeth Shepard-Selam. Vraiment, on est proche des tunnels avec l'Égypte dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette partie-là de Gaza, tout en sachant que les Américains avaient donné cette information extrêmement intéressante, en disant que Yahya Sinwar était certainement dans les tunnels, entouré d'otages comme des boucliers humains. Alors, ce qu'on entend, en tout cas, des Israéliens de Tzahal, c'est qu'il était trouvé avec de l'argent et peut-être des papiers. On sait aujourd'hui que les tunnels sont plutôt fermés. Peut-être il n'était pas au courant, j'ai du mal à le croire. Peut-être qu'il voulait s'enfuir. On sait aussi peut-être que les 6 otages trouvés décédés étaient en fait justement son bouclier humain, qu'il les a lâchés quand l'armée israélienne s'était rapprochée. Il y a des histoires d'ADN. On voit, regardez ces images là, en octobre 2023, où on voit Yahya Sinwar à l'intérieur des tunnels et on voit des otages, notamment un enfant. Non, ce sont ses enfants. Ses enfants à lui. Ce sont ses enfants. Ses enfants à lui. Donc il se cachait avec sa famille. Oui. Il se cachait avec sa famille. On suppose qu'il se cachait avec des otages jusqu'à un certain point et que pour des raisons notamment de rapidité pour s'échapper, il y avait plus d'otages et il bougeait parce que les tunnels étaient de plus en plus difficiles pour y vivre et donc il était sorti des tunnels pour être sur le sol à l'air libre. Charles Anderlin, vous êtes de retour avec nous. On va pouvoir enfin vous poser ces questions, puisque vous le dites assez clairement, Yahya Sinwar n'aurait jamais dû être libéré. Et vous rappelez même que le chef de l'administration pénitentiaire s'était opposé à sa libération en 2011. Tout à fait. Il était probablement le Palestinien et le dirigeant du Hamas qui connaissait le mieux Israël. Pendant 22 ans, derrière les barreaux de sa prison, il a étudié l'hébreu, il est devenu un véritable spécialiste de la société israélienne et de la politique israélienne. Vous savez, c'est quand même lui qui, excusez l'expression, a roulé Benjamin Netanyahou dans la farine, en lui faisant croire dès 2018-2019 qu'il voulait un cessez-le-feu de longue durée. Et donc, il devait permettre Netanyahou devait permettre l'arrivée à Gaza de fonds encore plus importants, qui déjà avaient débuté depuis le 2009, le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahou. Et puis, Benjamin Netanyahou avait accepté la demande de Sinwar de laisser près de 20 000 ouvriers palestiniens de Gaza travailler en Israël. Pour les Israéliens, cela voulait dire tout va bien, le Hamas va rester calme à Gaza, à tel point que par l'intermédiaire d'un des médiateurs, Sinwar a fait passer à Benjamin Netanyahou un petit mot en hébreu qu'il parlait parfaitement, Sikoun Mechouchav, cela veut dire risque calculé. Comment Netanyahou a compris cela, on ne le sait pas, on le saura peut-être. En tout cas, Israël, comme Benjamin Netanyahou et l'ensemble de l'armée, ont été totalement pris par le jeu de Sinwar qui a fait croire que tout se passerait bien, il y aura un cessez-le-feu de longue durée, et puis il y a eu l'attaque du 7 octobre. Charles Anderlin, on a vu Yahya Sinwar, les autorités israéliennes ont dit avoir retrouvé un faux passeport, un gilet pare-balles, 40 000 shekels, donc l'équivalent de 9 000 €. Est-ce que, selon vous, il préparait sa fuite ou c'est une hypothèse avancée seulement par l'armée israélienne ? Écoutez, c'est une hypothèse. Selon d'autres sources, en fait, il se dirigeait non pas vers le sud de Gaza, c'est-à-dire vers Rafah, et puis il a été tué à Tel Sultan, qui est un quartier proche de Rafah. Il se dirigeait probablement vers le nord de Gaza. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, d'autres documents ont également été découverts qui peut-être permettraient de donner des indications du lieu où se trouvaient, où seront peut-être les otages. On pensait, et cela a été répété à plusieurs reprises, qu'il était caché dans un tunnel entouré d'otages. Ce n'est pas le cas. Donc la grande question, que s'est-il passé ? Est-ce que les otages sont encore vivants ? Est-ce qu'ils sont cachés ailleurs, sous la garde d'autres ? Qui va remplacer Sinwar à Gaza ? Peut-être son frère, Mohamed Sinwar. À ce stade, on ne sait pas. Charles Anderlin, restez avec nous parce qu'il y a cette question notamment sur l'effet sur les combattants sur le terrain, Pierre Servan. Est-ce que concrètement,
le fait de décapiter un chef, c'est-à-dire comme on l'a fait avec, comme les Israéliens l'ont fait avec Nasrallah, c'est-à-dire vraiment couper la tête du mouvement, est-ce que ça peut avoir un effet sur les combattants du Hamas sur le territoire gazaoui? Oui, certainement. La difficulté, c'est de savoir quel effet. Et c'est là où, en tout cas pour ma part, j'ai toujours besoin de me déporter mentalement de ma construction intellectuelle pour essayer d'aller vers ce groupe terroriste. Et dans la mesure où c'est un groupe qui a un culte du martyr, que les images qui ont été diffusées, alors les Israéliens commentent en disant, vous voyez, il était en train de fuir, c'était lâche, il avait un paquet de mentos dans la poche, machin, etc. Voilà. Mais l'image que ça donne aux combattants du Hamas, en sachant que ces dernières semaines, des services de renseignement occidentaux m'avaient alerté il y a quelques semaines en me disant le Hamas recrute. Et j'ai vu aujourd'hui que les services secrets israéliens confirmaient 3000 recrues nouvelles, notamment en Cisjordanie. Alors pour répondre à votre question, je crains malheureusement que la mort de Sinwar, en martyr entre guillemets, soit plutôt un facteur pour galvaniser peut-être les 8, 9, 10 000 combattants qui restent là, plutôt que d'assister à des scènes qu'on souhaiterait tous voir parce que ça symboliserait la libération des otages, à savoir les combattants du Hamas sortir des tunnels avec des drapeaux blancs, montrant à Tzal où se trouvent les dépôts de munitions. Voilà. Donc je crains que ça ne raidisse les derniers combattants du Hamas et que la population qui est prise en otage et qui est écrasée de l'autre côté par les frappes israéliennes soit malheureusement contrainte encore à subir ça et que les otages, eh bien, malheureusement, demeurent dans cette situation, sachant qu'on pense que peut-être 50% des otages, voire plus, qui restaient vivants, sur une centaine, sont peut-être décédés ou très mal en point. Justement, Charles Anderlin, qui a le plus de chances de succéder à Yahya Sinwar, puisque la question se pose déjà. Il y a plusieurs visages qui ont été montrés, qui ont été cités, notamment par la presse arabophone. Khalil Al-Haya, Moussa Abou Marzouk, Mohamed Sinwar, qui est le frère de Yahya Sinwar, dont vous parliez, Pierre Servan, Azaldin Haddad, qui est le chef de la brigade Al-Qassam, Khaled Meshal, ancien chef du bureau politique du Hamas, et Mohamed Ismail Darwish, chef du conseil de la Choura du Hamas. Est-ce qu'il y a un profil qui, selon vous, pourrait succéder à Yahya Sinwar dans cette liste ? Écoutez, peut-être pas Moussa Abou Marzouk, comme on le pensait encore hier soir. Ici, on pense plutôt aller vers Khaled Mashal, qui, entre parenthèses, Benjamin Netanyahou connaît très bien, puisque lorsqu'il était Premier ministre, en 1997, il a tenté de le faire assassiner par le Mossad à Amman. Donc, probablement un Khaled empoisonnement Mashal, qui n'a pas fonctionné. c'est là, effectivement, les agents du Mossad ont été capturés par les Jordaniens et ça a été une catastrophe pour l'autorité palestinienne puisque Benjamin Netanyahou a été obligé de libérer le cheikh Ahmed Yassine, le fondateur du Hamas, qui était en prison en Israël afin d'obtenir la libération des agents du Mossad en Jordanie. Et le cheikh Yassine, eh bien, évidemment, a relancé complètement le Hamas qui, à Gaza, était en perte de vitesse face à l'autorité palestinienne de Yasser Arafat. Et il y a toujours 97 otages qui seraient à Gaza, 7 Américains, dont 2 otages français. Et il y a une nouvelle cible pour les Israéliens. C'est donc ce frère de Yahya Sinwar, Mohamed Sinwar, qui a été vu en voiture dans les tunnels de Gaza. Et ça, le problème, c'est que la continuité de cette guerre sur le terrain gazaoui, ça interpelle vivement la communauté internationale, Elisabeth Chaber-Selam. Oui, donc c'est cette idée qu'il y reste et qu'il peut continuer la bataille. Enfin, les Américains en particulier sont très inquiets il va prendre le relais, entre guillemets, en tant que chef de guerre et peut-être pas en tant que chef politique. Pour le coup, on en parle beaucoup aux États-Unis, notamment dans les renseignements du fait qu'il y aura peut-être un qui prend plus le côté, un qui est à l'extérieur, qui prend plus le côté politique. Mais
le fait que Sinwar reste mobilisé et reste vivant pour le coup, inquiète beaucoup, notamment les Américains qui pensent que ça va continuer justement la bataille au lieu d'être la fin avec la libération des otages. Et d'ailleurs, les familles d'otages sont extrêmement inquiètes. Le témoignage d'un des cousins de la famille Calderón, écoutez. We heard the news yesterday. Nous avons appris la nouvelle hier avec une très grande inquiétude pour la sécurité des otages. Bien sûr, d'une certaine manière, nous sommes heureux qu'une personne comme Sinwar ne soit plus sur cette planète. Il a eu ce qu'il méritait. Mais nous avons très peur que l'un des otages ait été affecté par cette élimination. Charles Anderlin, l'inquiétude est véritablement sur ces brigades complètement désorganisées dans la bande de Gaza. On l'a vu par exemple avec la famille Bibas, où le père a été vu avec le djihad islamique, également séparé des enfants, de la mère, où on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé autour de cette famille. Est-ce que cette crainte pour les otages est réelle? C'est-à-dire qu'une fois que Yahya Sinwar n'est plus un interlocuteur, il n'y a plus d'interlocuteur. Écoutez, effectivement, c'est la grande question. Que feront les Palestiniens, les familles ou les terroristes encore qui détiennent des otages, qui est vivant, qui ne l'est pas? Alors, ici, en Jérusalem, on parle beaucoup peut-être de relancer dès maintenant, de profiter de la mort de cet événement qu'est la disparition de Sinwar, relancer des pourparlers en vue d'un nouvel accord vers un cessez-le-feu, un échange de prisonniers, un échange d'otages. Alors apparemment, une partie du gouvernement de M. Netanyahou est tout à fait contre et veut poursuivre le combat sans tenir compte à ce stade des otages. M. Netanyahou, d'après ce que l'on dit, hésiterait. Des contacts auraient repris dans la journée avec les médiateurs qataris et égyptiens. Il faut espérer que cela va avancer. En tout cas, d'autres événements nous attendent. On parle également beaucoup de la possibilité assez rapide d'une frappe israélienne en Iran qui, bien entendu, va nous amener à un nouvel événement qui risque de changer à nouveau la situation.